Bonjour, bienvenue à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Smart Bourse, votre rendez-vous quotidien avec les marchés du lundi au vendredi de 17 à 18h. Avec nos experts, on va décrypter tout ce qui s'est passé aujourd'hui et sur les mois derniers, sur les marchés, macroéconomie, microéconomie, les valeurs, mais également allocation d'actifs. Que faire en cette fin d'année? Il y a encore un peu de temps, tout semblait se mettre en place pour un rallye de fin d'année. Et puis patatras, ça tangue du côté de la tech. Retour sur les 8000 points sur le CAC 40 et des résultats contrastés. Donc on va en discuter dans un instant. Donc au sommaire de cette édition, première thématique, la thématique de l'IA. Est-ce qu'elle est en train de s'essouffler? Ensuite, on verra du côté des résultats, les leçons des résultats du troisième trimestre. Et puis en dernière partie d'émission, focus sur le crédit obligataire high yield. Voilà pour le sommaire. Mais tout de suite, on fait le point sur l'actu des marchés. Et pour tout savoir de ce qui s'est passé aujourd'hui sur les marchés, on fait appel à notre experte Pauline Gratel. Bonsoir. Bonsoir. On démarre avec la thématique de l'intelligence artificielle qui donc ne soutient plus les marchés depuis hier. Oui, les investisseurs s'inquiétaient hier des niveaux de valorisation, on en a parlé, poussant le Nasdaq à clôturer en repli de 2%. Aujourd'hui, l'indice américain ouvre en hausse de 0,5%. Les indices asiatiques ont suivi cette tendance de repli. Le Nikkei a fini en recul de 2,5% et le Kospi a plongé de 3%. En Europe, les indices actions marquent le pas. Le CAC 40 évolue autour de l'équilibre, en légère hausse en fin de séance de l'ordre de 0,3%, légèrement supérieur à 8000 points soutenus par Bouygues. Un Bouygues qui fait état de résultats assez solides sur ce troisième trimestre. Oui, le titre évolue en tête du CAC 40 en hausse de environ 3%. Sur les 9 premiers mois de l'année, Bouygues publie un chiffre d'affaires légèrement supérieur aux attentes. Sur le seul troisième trimestre, les ventes sont stables. Enfin, le groupe réajuste légèrement sa prévision de chiffre d'affaires annuel à la baisse en raison des effets de change. En revanche, direction Copenhague avec une cure d'amaigrissement sur Novo Nordisk qui perd 3% après sa publication. Oui, et le titre plonge de 50% depuis le début de l'année. Les ventes sont légèrement inférieures aux attentes au troisième trimestre. Cela conduit le laboratoire pharmaceutique danois à encore abaisser ses prévisions de vente pour ses traitements phares et anti-obésité Wegovy et Ozempic. C'est la 4e fois de l'année. On parlait d'intelligence artificielle en début de chronique, alors quid de la publication d'AMD? Le concurrent de Nvidia est à l'équilibre dans les premiers échanges. Les profits dans l'activité centre de données sont jugés décevants, mais au global, les résultats sont tout de même meilleurs que prévu, avec un chiffre d'affaires et une rentabilité record. Le bénéfice a bondi de 60% par rapport à il y a un an. Toujours dans la tech, Supermicro plonge de 7% après une publication jugée globalement décevante. Le shutdown qui suit son cours et devient le plus long de toute l'histoire. Oui, puisque ça fait aujourd'hui 36 jours de paralysie budgétaire. Du coup, les investisseurs doivent se concentrer sur les enquêtes privées, faute de diffusion des statistiques majeures, comme par exemple le rapport sur l'emploi. On a donc regardé l'enquête ADP qui montre que l'économie américaine a créé plus d'emplois que prévu, avec 42 000 créations en octobre, contre 32 000 attendues. Le chiffre de septembre a été révisé de 32 000 destructions à un peu moins 29 000 destructions au final. Et toujours côté macro, l'ISM des services américains était attendu également. Oui, l'ISM service américain ressort supérieur aux attentes en octobre à 52,4 après 50 en septembre. En zone euro, on a pris connaissance des PMI services également pour le mois d'octobre. Ils ressortent supérieurs aux attentes à 52,2. C'est également supérieur au chiffre de septembre. Parce qu'il y a eu des mouvements sur le marché obligataire. Globalement, les rendements sont restés stables. Le rendement américain à 10 ans est légèrement supérieur à 4,10% aujourd'hui. En Europe, le rendement allemand de même échéance est stable également, autour de 2,65%. Sur le marché des changes, le dollar poursuit son rebond et l'euro-dollar se traite autour de 1,1480 aujourd'hui. D'accord. Quel sera le programme de demain ? Les investisseurs arbitreront demain les résultats de Snap, ARM ou encore Qualcomm, publiés ce soir après la clôture des marchés. Demain, on regardera les résultats de AstraZeneca. En France, ceux de Legrand, Engie, Veolia ou encore Euronext sont attendus. Côté macro, on attend la décision monétaire de la Banque d'Angleterre qui devrait opter pour le statu quo. Et on attend aussi les ventes de détail de la zone euro pour le mois de septembre. Merci Pauline Gratel avec nous tous les soirs. Tout de suite, c'est l'heure de Planète Marché.
Planète Marché avec nos experts. On est ravis d'accueillir ce soir Wilfried Galland. Bonsoir Wilfried. Bonsoir Fabrice. Stratégiste chez Montpensier Bevel. Bienvenue à vous. À vos côtés, Vincent Lecartier. Bonsoir Vincent. Bonsoir Fabrice. Gérant senior responsable de l'allocation d'actifs chez WeSave. Bienvenue à vous. On verra justement l'allocation en fin de parcours tout à l'heure. Et puis Alexandre Taïeb. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Fabrice. Vous êtes gérant analyste chez Sycomore AM. Bienvenue à tous. Alors depuis plusieurs mois, messieurs, Wall Street carburait vraiment à l'adrénaline, hein, formidable rallye. Et puis on a le sentiment que peut-être on est en train de se poser des questions après les sommets historiques. Les marchés américains sont peut-être saisis tout à coup d'un certain vertige. Hier, le Nasdaq a chuté de 2%. Alors ça paraît rien, mais c'est quand même sa pire séance depuis près d'un mois. Est-ce que l'intelligence artificielle, la panacée du marché, n'est pas surévaluée? C'est la question qu'on va se poser ensemble. Wilfried, vous vous dites finalement par rapport à ce qu'on a connu, les anciens sur ce plateau, la bulle de l'an 2000, on voit que les résultats sont quand même solides du côté des entreprises. Tout à fait. Je trouve que c'est la partie extrêmement rassurante. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on a des craintes sur la capacité de ces méga entreprises. Alors, je rappelle quand même que les 10 plus grosses capitalisations de Wall Street, c'est plus de 40% de la capitalisation du S&P. Hein, donc et c'est extrêmement important. Ça nous donne en fait à chaque fois des résultats qui sont à la fois excellents, mais surtout supérieurs aux attentes. Le seul qui a eu des petits soucis, c'est effectivement Meta, mais parce qu'il y a eu une surprise sur une taxe, un impôt de 30 milliards, qui n'avait pas été prévu. Mais sur la partie cash flow, business récurrent, y compris sur Meta, il n'y a pas eu de mauvaise surprise. Et surtout avec des révisions de bénéfices quand même qui sont importantes, c'est-à-dire on n'est pas à 2-3%, on a l'impression qu'on est encore sur un rythme pratiquement start-up avec des croissances à 2 chiffres. Oui, et c'est ça qui est très compliqué à saisir pour les analystes et pour tous ceux qui suivent les marchés, c'est qu'on n'est pas nécessairement calibré pour évaluer des progressions à plus de 2 chiffres. Historiquement, on faisait des progressions à 3, 4, 5%, 6, 7. Quand c'était 8, 9, c'était dingue. Là, on est sur des progressions, des boîtes, alors certains de 12, 14, 15%, certains sont sur des progressions de 20, 25, 30% par an en termes de chiffre d'affaires. Alors que ce sont déjà des méga caps. Et donc, on a beaucoup de mal, en fait, je pense, à conceptualiser ce que ça veut effectivement dire. Ce qu'on voit, par exemple, c'est que sur une entreprise comme Nvidia, en fait, si on voit le multiple de bénéfices de l'entreprise et qu'on voit la progression de ce bénéfice, en fait, ils progressent de 30% par an, ils ont un multiple de 30. Donc en gros, si on divise par 2, le fameux ratio de valorisation sur croissance, on est sur des ratios de 1 à peu près, voire inférieur, tout à fait acceptable. Donc on n'est pas sur des phénomènes de bulle. En revanche, il y a énormément d'espoirs qui sont déjà dans les marchés. Et c'est là en fait où le stress arrive. C'est-à-dire que les marchés se projettent toujours et disent, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas vu qui peut encore propulser le cours? Et donc même quand on a des résultats formidables, exceptionnels, on se dit, OK, c'est super, mais est-ce qu'on n'a pas déjà tout mis dans les cours d'aujourd'hui? Et c'est la phase qu'on vit aujourd'hui. C'est pas nécessairement une phase inquiétante, mais ça veut dire qu'on a une phase de respiration. Moi, je trouve ça plutôt bien, et pour l'instant, ça délivre. Et Alexandre, ça veut dire aussi, Alexandre Taïeb, que la moindre déception, elle est potentiellement assez... il peut être suivi de déflagration, en tout cas. Ça peut chuter quand même assez largement. Bah oui, elle est assez rapidement sanctionnée, puisque quand on voit la performance qu'on a eue sur les 7-8 derniers mois, on a un marché qui est extrêmement polarisé sur ces valeurs-là. Dès que ça délivre pas, quand je dis ça délivre pas, c'est... soit on ne bat pas le consensus, soit il n'y a pas de relèvement de perspective. Directement, c'est sanctionné. Ce que je trouve assez rassurant sur Meta spécifiquement, c'est qu'il y a aussi les capex sur l'IA qui sont considérées comme trop importantes par le marché. Trop d'investissement. Trop d'investissement et des points d'interrogation sur la rentabilité, la productivité de ces investissements-là, in fine. C'est vrai. On a l'impression qu'il y a une course aujourd'hui à ne pas rater le train, finalement, le fameux FOMO, mais sans qu'on sache exactement ce qu'on va en faire. On dit gain de productivité. Il y a des stats qui montrent qu'elle n'est pas forcément au rendez-vous immédiatement. Alors immédiatement non. Je pense que l'intelligence artificielle aujourd'hui, malgré tout ce qu'elle peut déjà faire, elle est dans sa phase d'entraînement. La phase d'accélération, elle est à venir. C'est ce qui explique d'ailleurs les capex importants. Mais en ça, ce que je trouve rassurant, c'est que le marché se pose des questions. Et je rejoins totalement Wilfried. Il n'y a pas de signe de bulle. On est entre IA aujourd'hui, sur de la prise de profit assez classique. Et quand on regarde historiquement, même
en phase de bulle, c'est-à-dire si on était dans une bulle, on serait probablement au début. Il y a des phases de prise de profit de 10 à 15%. C'était le cas dans celle de 2007, c'était le cas dans la bulle.com. Et pour finir sur ce concept de bulle, c'est plutôt utile. C'est pas un gros mot. Une bulle, ça vous permet de faire le tri entre celles qui sont trop chèrement valorisées et qui ne délivreront pas, ou à Nvidia pour nommer qu'eux, parce qu'eux délivreront pour le coup. D'ailleurs, je trouve ça assez bien que la publication de Nvidia soit un peu plus tard dans le temps, le 18 ou le 19 novembre. Ça peut relancer, après une respiration, s'ils délivrent et qu'ils relèvent leur guidance, ça peut relancer la thématique sur l'intelligence artificielle. Ouais, en revanche, on le disait, en cas d'accident, c'est le cas de Pinterest aujourd'hui qui perd 20% sur des résultats qui déçoivent un petit peu. Vincent Lecartier, on termine avec vous sur cette thématique, bulle, pas bulle, en tout cas des investisseurs qui se posent un petit peu des questions. Grosso modo, c'est des sociétés qui autofinancent leurs investissements. Ils ont beaucoup monté. On tourne quand même maintenant autour de, on va dire, 60% du cash qui est désormais investi sur ce thème. Donc ça commence à faire beaucoup. Donc il ne faut pas trop se rater. Mais dans la mesure où vous êtes sur des sociétés majeures avec des tas de ressources différentes, des abonnements, des choses comme ça qui font du récurrent, et que l'IA n'est pas le seul centre d'intérêt de développement et de source de richesse, pas trop à s'en inquiéter. C'est pas, pour moi, c'est pas comme lors des phases d'Internet où vous achetiez un business plan avec grosso modo 0 chiffre d'affaires, vous achetiez un nombre d'abonnés, point barre. Là, un chiffre d'affaires, vous l'avez, de la trésorerie, vous en avez, des bénéfices, vous en avez, et une grande visibilité globalement aujourd'hui. Quand je vois la manière dont l'obligation de Meta a été sursouscrite, pour parler de, entre guillemets, le dossier parmi les 7 magnifiques qui pose un tout petit peu question au marché, ça a été très, très, très largement sursouscrit. 6 fois, je crois. C'est ça. Ouais. C'est ça. Ce qui veut bien dire que... le papier est recherché, donc on a confiance en titre. Malgré le fait que la société soit en train d'investir énormément par rapport à ses comparses, malgré ça, le marché n'a pas de doute sur la solvabilité à terme de Meta. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas des valorisations quand même extrêmes qui vous inquiètent, type Palantir, Wilfried Galland? Alors, effectivement, la valorisation, quand on la regarde, hein, c'est je crois, quelque chose comme genre pratiquement 200 fois le chiffre d'affaires et 600 fois les profits, hein, un truc comme ça. Ça commence à faire beaucoup, là, quand même. C'est beaucoup, mais en fait, à chaque fois, de nouveau, Palantir délivre. C'est-à-dire que les résultats qui sont demandés par le marché, non seulement sont respectés, mais sont encore battus. Et les perspectives sont également battues. On voit là, moi, ce que j'appelle en ce moment la personnalisation. L'incarnation. Exactement, l'incarnation des investissements. Plus qu'une société, on suit des individus. On suit des individus ou des gourous, on dirait. Presque des gourous, mais en tout cas de grands leaders qui donnent le ton. Hein. On suit Sam Altman dans OpenAI, on suit Satya Nadella sur Microsoft, on suit Jensen Huang évidemment sur Nvidia, et on suit Alex Karp sur Palantir. Et il y a effectivement ce phénomène-là. Toute la question maintenant, c'est effectivement, moi j'ai l'impression que sur le marché, si je veux être un peu provocateur, on a des pessimistes totalement investis sur le marché, en fait. C'est-à-dire que tout le monde, quasiment, sur le marché, se pose énormément de questions et très inquiet quand on tourne un peu autour de nos différents cercles professionnels. Tout le monde se dit, est-ce qu'on est en train quand même de surinvestir? Mais tout le monde est investi parce qu'effectivement, à chaque fois, ça délivre. Et la question derrière, c'est plutôt les entreprises, et là, il faut regarder plutôt le deuxième ou troisième tiers, qui n'ont pas, comme disait Vincent, qui n'ont pas, à l'inverse, ces revenus récurrents, qui n'ont pas de business model qui permet aujourd'hui de le tester et qui promettent énormément en étant déjà valorisés, non pas 500 ou 600 milliards ou plus, 500-600 c'est plutôt Palantir, mais comme les entreprises dont qu'on vient de citer, mais qui sont déjà valorisés 30, 40, 50, 60, 100 milliards de dollars. C'est plutôt celles-là qui sont inquiétantes. Voilà, et évidemment le grand test, ce sera, est-ce qu'on va avoir l'introduction en bourse d'OpenAI, qui aujourd'hui a très peu de résultats et vise une valorisation de 1000 milliards de dollars. On serait à 500 milliards actuellement. Alors, au dernier, dans ce qu'ils veulent, dans ce qu'ils ont communiqué, ils visent 1000 milliards de dollars dès l'introduction.
Là, effectivement, il va falloir se poser beaucoup de questions sur le business model, comment est-ce que ça va se développer. On avait les mêmes questions, je rappelle, pour avoir beaucoup d'humilité, et j'avais les mêmes à l'époque, lors de l'introduction en bourse de Google, où tout le monde disait, mais en fait, ok, c'est super ce truc de moteur de recherche de 2 geeks de Stanford. C'était déjà cher, c'était $80 à l'époque. Voilà, mais franchement, $80, franchement, vous vous foutez de moi, ça rapporte pas beaucoup d'argent. Il y a quand même un gros problème de monétisation sur Google. Bon, on a vu ce que ça a donné derrière, donc soyons prudents là-dessus. Mais c'est vrai que peut-être qu'un des vrais tests, c'est dans quelques mois, si effectivement ça va au bout. Comment est-ce que cette introduction va être pilotée, comment est-ce qu'elle va être souscrite, pas souscrite, et comment est-ce que derrière, parce que en fait c'est OpenAI qui est au centre qui est au centre de l'écosystème. Hein. C'est eux qui investissent dans Nvidia investit dans OpenAI, ils font des partenariats. Et c'est un peu le faiseur de roi actuellement. Il suffit qu'ils signent un partenariat pour qu'on ait une capitalisation qui grimpe. Et donc ça va être intéressant à suivre. Voilà. Alexandre, ce qui est compliqué aussi, j'imagine, pour le métier des anciens gérants, ou même nos grilles de lecture, c'est d'avoir maintenant ces méga caps. C'est vrai, on n'est pas habitué à compter en milliers de milliards de dollars à faire des prévisions et à imaginer que finalement leur marché est complètement global, digitalisé, les marges sont énormes. C'est dur de se remettre à jour par rapport aux brick and mortar traditionnels, aux entreprises traditionnelles. Effectivement, on essaye de s'adapter, on essaye de pas trop raisonner en montant de capitalisation boursière, mais plutôt en valorisation, comme on l'a dit depuis le début. Et à Nvidia, si dans quelques années nous sort un 10% de bénéfices par action, ce sera pas très chèrement valorisé. Et c'est tout à fait possible. Non, c'est pas tellement un risque sur les entreprises. Wilfried l'a très bien dit sur Palantir. C'est plutôt un risque de réaction de marché. Moi, c'est plus cette partie-là qui m'embête et que j'arrive pas du tout à pricer, parce qu'aujourd'hui, en particulier sur le marché US, on a, sur les dernières semaines, 30 à 40% des volumes qui sont faits par le retail, par le particulier américain, qui s'est déjà enrichi depuis le Covid sur le marché action, puisque le particulier américain est très financiarisé, il y a une culture financière importante. Et donc, avec en ce moment le shutdown historique qu'on a, la réaction du particulier américain sur le marché peut faire bouger les choses. Si demain il décide de plus payer 600 fois Palantir peut baisser là-dessus. Oui, mais le comportement du particulier est plutôt moutonnier, donc quand ça monte, on achète, et puis quand ça commence à descendre, il a pu être précurseur. Il a pu être précurseur, le particulier, avec les Wall Street Bets, les comptes Reddit, que ce soit sur les cryptos, que ce soit sur les mêmes stocks. Il a pu être précurseur. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut surveiller ces forums où les influenceurs, les fin-influenceurs, comme on dit américains, c'est quelque chose qu'il faut regarder désormais. En tout cas, moi, je les regarde. Oui. D'accord. Qu'est-ce qu'ils disent ? Ils commencent à être inquiets ? Ils commencent à dire, bon, là, on prend les profits ou pas encore ? Alors, non, pas forcément. Il y en a qui se plaignent de certaines pertes sur les prises de profit, mais il y a toujours cette spéculation avec des options à très court terme sur des titres tech. Et d'ailleurs, c'est pour ça, c'est assez intéressant. Les options jour, d'ailleurs. Exactement, les options jour. Et vous avez le marché américain qui monte, mais vous avez la volatilité qui monte aussi. Donc ça, c'est assez intéressant, mais c'est très peu lisible pour nous. Donc on se reporte sur les résultats, la valorisation, est-ce qu'on a envie d'y être ou pas ? Et pour répondre à cette question, oui, on a encore plutôt envie d'y être sur la partie... et puis on se pose la question sur le reste finalement de la cote. Bon, allez, on va mettre une dizaine de titres. On va sortir des Mag 7, on va dire qu'il y a 10 titres vraiment qui font l'actu, mais les 490 autres du S&P 500, Vincent Lecartier, comment on appréhende ça ? Parce que finalement, les entreprises traditionnelles, on les jette à la poubelle, ou il faut les avoir quand on sait qu'il y a une telle concentration de richesse sur une dizaine de titres ? En fait, quand on regarde les performances sectorielles de l'indice, vous avez déjà la réponse. C'est-à-dire que vous retrouvez les services collectifs, l'industrie, tout ce qui tourne de façon générale autour du CAPEX, autrement dit autour de l'investissement des entreprises. Vous retrouvez en fait toute la chaîne de valeur. Donc aujourd'hui, il est très clair que cet investissement est majeur. Ça représente, selon certaines estimations, la moitié du PIB. Donc c'est absolument colossal. Donc c'est évident que ça se retrouve à différents niveaux sur les différents secteurs américains. Par contre, on voit bien qu'une partie de la population a beaucoup de mal à suivre, n'est pas forcément détenteur de son patrimoine immobilier, n'a pas forcément suffisamment d'investissement en bourse. Autrement dit, une partie de la population est
plus ou moins à l'écart de cet effet de richesse. Avec l'IA, avec Trump, avec le shutdown, vous vous retrouvez avec un risque de licenciement ou un licenciement acté. Donc vous avez une partie de la population qui est complètement à l'écart, qui souffre. Et du coup, on voit bien la consommation en cas. Autrement dit, vous avez certaines sociétés qui décrochent violemment par rapport aux anticipations parce que les ménages souffrent et coupent leur consommation. D'accord. On explique le cas. C'est tout simplement par rapport à une croissance. Il y a des entreprises qui montent et puis d'autres qui descendent. C'est ça. Il y a en fait une frange. La partie de la population qui va très bien et la partie de la population qui va moins bien. C'est ça. Et la partie de la population qui va très bien, donc c'est les 10%. Les plus riches représentent à eux seuls la moitié de la consommation du pays. Donc on est vraiment sur quelques sociétés sur le thème de la consommation qui se comportent très bien, parce qu'elles bénéficient de cet effet de richesse de certains ménages, mais par contre, le reste du cas, lui, souffre beaucoup. Et il est clair que l'intelligence artificielle pose une vraie interrogation sur la répartition de la richesse, comment elle se fera, puisque vous n'êtes pas certain que vous aurez besoin d'autant de personnes dans les entreprises. Donc, comment la consommation perdurera aux États-Unis? Est-ce qu'il n'y aura pas un éclatement complet des fortunes entre certains très pauvres et d'autres, au contraire, extrêmement riches? Oui, alors ce n'est pas la ville la plus pauvre des États-Unis, mais on a vu que New York a quand même élu un maire, un candidat démocrate, Zoran Mamdani, qui est un petit peu l'opposé de Donald Trump. Ouais. Là, ce n'est pas forcément un effet richesse, mais ça montre aussi quelque chose de cet États-Unis, des États-Unis qui sont un petit peu divisés. Alors, oui, et ça montre aussi, peut-être, je pense qu'il y a énormément d'abord, c'est une ville assez particulière, mais et quand on regarde les autres élections qui ont eu lieu, en particulier en Virginie, on voit que le barycentre n'est pas nécessairement un barycentre extrêmement à gauche du Parti démocrate. Donc New York est très particulier. Mais ce que montre aussi New York, c'est que, en fait, et on le voit dans les résultats d'entreprise, c'est que on a la frange peut-être la plus ouvrière de la population qui s'en sort pas si mal parce qu'on en a besoin. On a besoin de bras aujourd'hui. Et donc, par exemple, quand on voit les résultats d'une entreprise comme McDonald's, aujourd'hui, ça s'est bien passé. Et aux États-Unis, ça a été les résultats ont été supérieurs aux attentes. C'est un petit peu inférieur sur le reste du monde, mais aux États-Unis, c'était plutôt bien. Or, McDonald's aux États-Unis, c'est plutôt la partie vraiment inférieure de la population. Oui. En revanche, la partie, on va dire, moyenne à moyenne inférieure, ceux qui ont voté, typiquement Mamdani à New York, ceux qui ont ce qu'on appelle dans la consommation discrétionnaire, le comportement, pardonnez-moi l'expression, mais burrito, bowl, quinoa. C'est-à-dire... c'est quoi? Expliquez-nous. Chipotle, Sweet Greens, Cava, toute la partie qui est de la restauration rapide, mais avec une touche un petit peu haut de gamme, un petit peu sain, un petit peu végétarien, etc. Donc toute cette branche en fait de la population, des services aux entreprises, des services juridiques, pas nécessairement les plus hauts de gamme, mais ceux en fait qui accédaient à la consommation via leur premier job, on voit qu'ils souffrent aujourd'hui. Et ils souffrent précisément parce que ce sont les premiers qui sont en ligne de mire sur les réductions d'emplois. Donc ça, effectivement, ça va être un sujet social sur cette partie de la population. Quand vous regardez ceux qui ont voté Mamdani, vous avez, c'est les 18-34 ans qui ont voté à plus de 65% Mamdani, à la différence des plus de 50 ans, et en particulier les jeunes femmes. Un peu moins les jeunes hommes. Donc on a effectivement une tonalité de la population qui fait très attention à ce qui est en train de se passer sur le plan technologique, sur cette partie d'accès à la vie en fait salariale et au rêve américain qui ne se passe plus, en particulier à New York. C'est compliqué, et puis c'est très cher. Alexandre Taïeb sur cette question. Alors New York ou même aussi le shutdown qui commence à inquiéter avec ces 36 jours. Là, je ne sais pas si on doit fêter le 30e jour, mais ça ne s'était jamais eu. Non, il faut quand même expliquer qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout payés, qui n'ont plus du tout de salaire depuis 36 jours, maintenant plus d'un mois. Oui, 40 ou 42 millions de bons alimentaires qui n'ont pas été distribués. Là aussi, sur la frange basse de la population qui souffre, ça en rajoute une couche. Sur l'élection des démocrates, alors loin de moi l'idée de donner une opinion politique, mais je suis très content justement par rapport au shutdown. C'est-à-dire que je pense que depuis aujourd'hui, Trump a fait des déclarations, il commence à avoir peur des conséquences du shutdown et sur le marché et en termes de claques politiques potentielles. Qu'il a commencé à entrevoir ces derniers jours. Donc je pense qu'il va sérieusement discuter avec les Républicains là dans les jours qui viennent et on a un espoir
d'ailleurs je pense que le marché remonte aujourd'hui en partie pour ça, de fin de shutdown, dans un marché où on va terminer la dernière saison de publication de l'année. En termes de macro, on n'a pas eu trop de data. On peut se douter à peu près de là où est l'emploi, là où est la consommation, mais on n'a pas de data ferme. Donc c'est bien de rajouter un peu de certitude et c'est ce qui peut finalement, même si le marché n'a pas tellement baissé sur le shutdown, c'est ce qui peut vous garantir votre rallye de fin d'année. Ça donne un nouveau souffle. Donc ça là-dessus, je suis assez content. Le risque de marché est assez important parce qu'on n'en a pas parlé, mais sur la séance d'hier, j'ai cherché une raison. Je ne trouvais pas de raison au départ. Je me suis dit, non, mais c'est juste la fin d'un bull market, en fait. On était tous pareils, il n'y avait pas d'annonce choc, en fait. Voilà. Il n'y avait pas de catalyseur. Il s'est quand même passé quelque chose, c'est qu'il y a eu une espèce de squeeze sur le taux repo, donc le taux auquel se prêtent les banques au jour le jour. Ouais. Et donc, il y a eu un trou d'air de liquidité et les marchés se sont dit, on va quand même surveiller ça. Donc, je pense que ça a un peu amplifié le -2 du Nasdaq hier, ça a un peu dû jouer. Donc, ce problème de liquidité, il faut quand même bien voir que, on connaît la fin de l'histoire. Quand c'est arrivé en 2019, la Fed a dû injecter plus de 50 milliards. Elle l'a fait très vite et tout s'est arrangé. Mais en attendant, si vous avez un taux repo qui monte très très haut, ça peut créer un stress assez fort et une baisse de marché qui s'ensuit. Donc, ce risque-là est en train petit à petit, à mon sens, de s'éloigner. Oui. Tiens, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai qu'il y a la Fed qui a annoncé sa deuxième baisse. Certains parient sur d'autres baisses à venir à partir de l'année prochaine. Quel est votre sentiment, Vincent Lecartier ? On peut boucler avec l'IA, déjà. Si vous croyez dans l'IA, vous dites que c'est désinflationniste, voire déflationniste. Vous allez virer beaucoup de personnel, donc vous aurez à la fois... C'est le cas chez Microsoft, déjà. C'est des plans énormes de milliers de gens, 10 000 personnes. Donc vous avez... Amazon, 14 000. Ouais. Donc la Banque centrale qui surveille deux aspects, l'emploi serait sous pression, et l'inflation serait plutôt sous pression, mais négative, vers le bas. Donc potentiellement une grande liberté à baisser les taux. Dans la mesure où, en plus, il va y avoir le changement de président et que là, c'est un petit peu la foire à qui sera le plus sympathique vis-à-vis de Trump pour être élu. Il est pour moi assez clair que la baisse des taux devrait se faire. Est-ce qu'elle se fera ? On verra, mais pour moi, elle devrait se faire. Mais plus important encore, c'est surtout la question du bilan. La gestion du bilan, c'est le sujet qui est probablement beaucoup plus essentiel pour l'État américain qui se finance et qui a besoin d'avoir toujours un acheteur final. Le fait de stopper le quantitative tightening, c'est déjà un énorme plus. Et il faudra surveiller ça l'année prochaine, mais il y aura énormément de tombées obligataires régulières. Et il faudra réinvestir ces tombées obligataires. Donc l'État américain, il va pouvoir très régulièrement rebalancer son papier et avoir en face de ça la Fed qui, à hauteur, j'avais vu passer un calcul de Goldman qui donnait un chiffre du type de 50 milliards par mois. 50 milliards par mois. De tombées obligataires à réinvestir. Donc la Fed sera pour moi beaucoup plus à intervenir via ses achats obligataires que via une baisse de taux. Wilfried Galland sur cette... En fait, la question derrière sur le quantitative tightening, c'est comment est-ce qu'il va se dérouler. Et je rejoins ce qui vient d'être dit. En fait, quand on regarde le plan de la Fed dans son quantitative tightening, c'est en fait d'acheter davantage d'obligations à court terme, des T-bills, pour se séparer des obligations à long terme. Donc de raccourcir la maturité de son bilan et la duration de son bilan. Et donc ça veut dire que ça a un impact en fait sur la courbe des taux. Ça a un impact à la fois, normalement, c'est un impact baissier sur les taux à court terme, mais ça a un impact plutôt haussier sur les taux à long terme. Et donc il va falloir voir comment est-ce que le marché va s'adapter à ça. Ça fait partie aussi du stress qu'on a vu hier. C'est-à-dire, ça fait partie du stress sur comment est-ce que ce fameux quantitative tightening, qui en théorie est une très bonne nouvelle, la fin de ce quantitative tightening, parce que ça devrait relancer aussi les réserves bancaires, comment est-ce que ça va se dérouler véritablement entre les différents titres obligataires qui vont avoir lieu, qui vont tomber, et les réinvestissements qui vont se faire. Et ça, effectivement, il y a un petit stress là-dessus. On rajoute à ça, effectivement, le côté shutdown. Et là-dessus, je pense qu'il faut surveiller, pour savoir si le shutdown va s'arrêter, il faut surveiller uniquement les aéroports américains.
si vous avez des problématiques de transport aérien qui bloquent aux États-Unis, vous êtes sûr que le shutdown s'arrête 2 jours ou 3 jours plus tard. Parce que ça veut dire que l'économie complète va s'arrêter. Ouais. Donc pour l'instant, ce n'est pas encore complètement le cas. On commence à avoir des signaux d'alerte, puisque les contrôleurs aériens, je rappelle, les contrôleurs aériens ne sont pas payés. Et on a eu déjà, la semaine dernière, à JFK, à New York, on a eu 2 heures d'interruption totale du trafic, national et international, parce qu'il n'y avait plus de contrôleurs. Donc, si ça se propage à d'autres aéroports américains, là, vous pouvez être sûr, avec en plus les files d'attente, parce que aussi les personnels de sécurité d'aéroport ne sont pas payés non plus. Ouais. Donc, si ça se propage là, vous pouvez être sûr que là, c'est plus uniquement, effectivement, malheureusement, les bons alimentaires qui intéressent peu de monde, à part effectivement les politiciens, mais malheureusement, ça intéresse peu de monde. En revanche, le transport aérien, ça intéresse tout le monde parce que c'est l'économie américaine. Donc, il faudra également suivre ça. Et là, automatiquement, vous allez voir, ça va s'arrêter très vite. Ouais, c'est vrai que si ça devient compliqué de voyager, j'en parle pas pour les visiteurs aussi, il y a beaucoup d'institutions qui sont fermées, de musées également. C'est vrai que c'est pas peut-être le meilleur moment. On attend en tout cas réponse dans quelques jours, peut-être réponse de Trump, effectivement, qui va commencer à s'agiter. Si on fait le bilan sur cette fin d'année, je le disais, c'était plus positif. Octobre, c'est toujours un mois où on est un peu tendu. Il y a eu des octobre noirs ou octobre rouge. Là, ça s'est plutôt quand même très bien passé. Septembre et octobre, mois positifs, même pour l'économie européenne. On attendait presque le feu d'artifice final. Comment vous anticipez cette fin d'année chez Sycomore ? On est dans l'ensemble plutôt serein, même si on prend des profits. On en parlait juste avant avec Vincent. Beaucoup d'entre nous, en tout cas, on en fait partie, avons raté une partie du mouvement de septembre-octobre, parce que c'est quand même monté très vite, très fort. Donc, on avait déjà engrangé un petit peu de profit à la fin de l'été. Malgré tout, ça a continué. Pour la fin d'année, comme je disais, dernière saison de publication qui se passe relativement bien, aussi en Europe. Oui, il faut le dire. D'ailleurs, une Europe qui est à l'européenne, mais dans un certain Goldilocks, disons. 1% de croissance, 2% d'inflation, le petit Goldilocks européen. Voilà, c'est vraiment Goldilocks, on traduit pour ceux qui n'ont pas la ref. Ni en boucle d'or. Voilà, ni en surchauffe, ni trop froid. Et donc, c'est une croissance plus résiliente que ce qu'on attendait. On attendait pire, on a eu des bons chiffres, notamment du côté de notre économie française, malgré nos aléas et rebondissements politiques. On voit que finalement, les entreprises sont largement internationalisées, mais également, on se concentre sur le business et on a eu un rebond notamment des exportations. Voilà, donc niveau banque centrale, on a plutôt un soutien à venir du côté de la Fed, qui est même actuel, on en parlait de fin du QT, etc. Du côté de la BCE, on a un statu quo, mais le job est fait. Je rappelle qu'elle a un seul mandat qui est l'inflation, donc elle a à peu près géré ce qu'elle devait gérer. Il est probable qu'elle reste stable pendant quelques temps. J'aimerais qu'on change son mandat pour lui mettre la croissance en plus de l'inflation, mais ou l'emploi. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Quoique l'emploi en zone euro est quand même, le taux de chômage est assez bas. En dessous de 7%, on est à 6,8%, voilà. Ce qui est bien. Donc au final, on se dit que cette fin d'année va pas du tout être dramatique. On a eu une bonne nouvelle côté tarif suite à la tournée asiatique de Trump. Donc globalement, je ne vais pas dire que les planètes sont alignées pour un rallye de fin d'année, j'en sais absolument rien, mais on ne devrait pas avoir de gros trous d'air d'ici à la fin de l'année sur les actifs risqués. On s'en sort bien, ça veut dire, je m'adresse aux responsables de l'allocation d'actifs. Qu'est-ce qu'on fait en termes d'allocation, Vincent Lecartier, chez WeSave? On conseille quoi quelle va être la bonne allocation pour terminer cette année ? Et peut-être préparer la suite. Si vous êtes comme nous, que vous croyez à l'intelligence artificielle, vous restez investi sur les actions, vous restez investi sur la techno, vous êtes confiant globalement sur le fait que les États doivent déployer énormément d'investissements sur les prochaines années, que chaque fois qu'il y a le moindre accident cyclique, ils sortent le chéquier, ce qui veut dire que la partie budgétaire systématiquement est activée. Vous avez des taux qui sont bas et qui devraient rester bas, avec potentiellement même du quantitative easing qui pourrait revenir un jour, autrement dit carrément des achats de nouveau Attendez, ce que vous dites, c'est que même en cas d'accident, alors on va mettre la crise sanitaire à part, on ne se le souhaite pas bien évidemment, la machine à cash pourrait être à nouveau enclenchée, parce qu'on est dit, le quoi qu'il en coûte, on pourra plus se le permettre, mais vous pensez qu'en cas d'accident, on pourrait de nouveau mettre des budgets, comme on le fait peut-être sur la défense en ce moment, on trouve de l'argent dans la caisse?
Il suffit d'allouer telle ou telle enveloppe, comme l'a fait par exemple la BCE avec tout ce qui était transition énergétique. Oui. Vous pouvez très bien faire des achats qui sont dédiés à telle ou telle poche. Donc si c'est un achat dédié aux investissements dans l'intelligence artificielle, dans la défense, dans la santé, etc. Et vous contournez en fait les règles historiques de la BCE. Donc vous pouvez très bien le faire. Donc si vous êtes dans cette idée budgétaire solide, ou en tout cas en force de rappel systématique, chaque fois qu'il y a un problème, on sort le chéquier. Les banques centrales qui sont accommodantes, une énorme révolution technologique avec probablement d'énormes gains de productivité potentiels. Ensuite, c'est difficile de savoir qui va en profiter et qui va en être pénalisé. Mais de façon assez simple, ça va être les grandes capitalisations qui vont les premières tirer à elles les fruits de l'IA, parce que c'est elles qui peuvent investir. Donc, logiquement, plutôt les grandes capis plutôt que les petites. En termes de géographie, plutôt les États-Unis et la Chine qui sont en pointe dans le domaine. Et ensuite, vous déroulez toute la chaîne des investissements des secteurs autour du CAPEX. Donc, une fois encore, l'énergie, les services collectifs, l'industrie, vous avez toute une série de secteurs comme ça qui sont directement liés, en fait, aux investissements dans l'intelligence artificielle. C'est pas le ruissellement, mais c'est en fait une espèce de continuum d'investissement. Pas d'IA sans énergie, grid. Vous avez à ce moment-là, si vous avez une croissance qui, globalement, se porte bien et avec un coût de financement qui est bas, globalement, vous êtes ultra confortable avec la dette des entreprises, que ce soit de l'investment grade ou du high yield, vous êtes confortable sur cette position. On va en parler dans quelques minutes sur Smart Bourse, justement. Du high yield, il n'y a pas beaucoup d'événements de crédit, comme on dit. C'est relativement calme. Donc vous restez plutôt en risk on sur les allocations de portefeuille. Vous transpirez une fois de temps en temps sur un petit coup de mou sur la techno. Mais qui est vite rattrapé. Mais dans la pratique, CF, certains confrères, vous avez qu'une envie, c'est que ça baisse un peu pour pouvoir de nouveau réinvestir. Les entreprises qui ont terminé de publier ont de nouveau l'autorisation d'acheter leurs propres actions. Donc ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Vous avez une bonne centaine de milliards aux États-Unis sur les 2 derniers mois qui vont venir de la part des entreprises. Donc vous avez encore beaucoup de liquidités en réserve et de motifs de rachat des marchés dès qu'il y a le moindre trou d'air. Wilfried, sur l'allocation, on reste donc en risk on pour l'instant. Les planètes restent alignées. Oui, on est également très, très constructif là-dessus. En fait, tout ça dépend véritablement des profils de clients qu'on a en face. On a, sur les clients équilibrés, sur lesquels on a fait des performances tout à fait acceptables et voire très bonnes pour certains clients. Nous, effectivement, on a préparé un peu la fin de l'année en baissant un peu les allocations, en disant que ce n'est pas la peine non plus de prendre un risque fort pour se prendre un éventuel petit accident de marché qui casserait les performances de fin d'année. En cela, nous sommes des gérants, on va dire, un peu standards. Donc, effectivement, nous, on a un peu d'habillage de portefeuille pour baisser un peu le risque. Néanmoins, on est quand même très positif sur toujours la partie small mid européenne qui a pas mal publié. Franchement, c'était intéressant. Et on continue à avoir des révisions à la hausse. Donc, ça, c'est quand même très important des profits. Le deuxième élément, c'est... On se remet sur les petites et moyennes. C'était un des thèmes abordés. Voilà, et ça marche bien. Ça marche bien cette année. On a également une grosse poche qu'on est en train d'accélérer sur la partie obligations convertibles, où effectivement on est payé par la partie obligataire et on a le jump de la partie action qui se met en place également. Donc ça nous paraît un bon mix de classes d'actifs et toujours évidemment la partie obligataire, que ce soit le high yield, les fonds flexibles. Nous, effectivement, on pense qu'il y a encore pas mal de gains à faire sur cette partie obligataire. On est bien payé. La tendance est plutôt à la baisse des taux. Profitons-en. Alexandre, sur l'allocation aussi, juste pour préciser, je trouve ça très important ce qu'a dit Vincent sur la chaîne de valeur de l'IA, parce que on a parlé d'IA quasiment depuis le début de l'émission, donc la question que certains peuvent se poser, c'est comment on se diversifie de l'intelligence artificielle. Diversifiez-vous sans vous diversifier. Regardez toute la chaîne de valeur. Il y a effectivement des secteurs à mettre en avant sur l'électrification, sur l'énergie en général. Et
qui attire particulièrement mon attention, qui est un micro-secteur aujourd'hui dans les indices, c'est les minières. Les minières ont vécu 17 ans de sous-performance jusqu'à quasiment plus rien représenter dans les indices. Aujourd'hui, ça revient assez fortement. Bon, je pense essentiellement au cuivre. On va simplifier. On peut parler des terres rares aussi. Mais, donc l'or rouge qui revient. Rouge, ouais. Exactement. Le métal n'a pas explosé à la hausse. Il a fait une bonne performance cette année, mais il n'a pas explosé à la hausse comme l'or, par exemple, qui est entre guillemets moins utile sur la partie intelligence artificielle. Mais ces métaux-là, aujourd'hui, sont montés assez fortement, servent dans des secteurs qui sont critiques, intelligence artificielle, transition énergétique, armement, donc des secteurs qui sont quand même un peu booming. Et ces minières-là, non seulement on profite, mais même si le prix des métaux sous-jacents baisse, elles sont assises en fait aujourd'hui sur des montagnes de cash et elles doivent continuer de développer parce que la demande augmente. Le stock est assez limité et la demande augmente. Donc, finalement, elles ont tout pour faire des capex assez fortement. Le problème, c'est que la construction d'une mine, ça prend beaucoup de temps. Donc, on devrait avoir une résurgence des OPA sur ce secteur qui me paraît plutôt intéressant. Les minières à surveiller. Tiens, en termes de diversification, on parlait de l'or à l'instant, le vrai, la relique barbare, ça marche plutôt bien. On est toujours autour des 4 000 $ l'once, alors peut-être basse aussi à court terme. C'est quelque chose qu'on met également en allocation. On en met une pincée à côté de l'IA et tous ces investissements. On a grosso modo dans toutes les allocations, on a 10 profils de risque. Dans toutes les allocations, on a pratiquement une dizaine de % de matières premières, dont on va dire un petit 2/3 sur l'or. D'accord. Donc oui, ça nous semble indispensable de rester. Donc je rejoins entièrement ce qu'a dit Alexandre sur le fait qu'il y a un cycle d'investissement obligatoire sur les métaux. La grande question en fait pour moi est de savoir est-ce qu'il faut être sur les métaux ou est-ce qu'il faut être sur les minières. Moi je serais plutôt sur les métaux que sur les minières, dans la mesure où les minières vont devoir physiquement investir. Donc il y aura un certain nombre de sociétés qui vont bénéficier de ces investissements, mais par contre les sociétés minières, elles vont plutôt utiliser leur cash et il va falloir plusieurs années, voire décennies, parce qu'il faut entre 10 et 15 ans pour avoir un site 100% opérationnel. Donc elles vont dépenser avant d'avoir un retour sur investissement. Oui. En attendant, je pense que les métaux vont continuer de monter, mais par contre, je ne suis pas certain que le cours de bourse des minières soit aussi bien orienté que celui des métaux. Wilfried, tiens, j'ai une dernière question. Comme on parlait, il y a beaucoup d'intelligence artificielle, etc. Le Bitcoin aussi, qui est dans son actif. Pourquoi vous ? Parce que vous en avez parlé. En fait, c'est vrai que, par exemple, Jamie Dimon, vous citiez tout à l'heure, elle disait jamais on en fera. Et puis finalement, elle a un peu changé son fusil d'épaule. On voit qu'il y a beaucoup d'ETF sur lesquels on peut investir. Voilà, ça va forcément arriver chez nous également. Non, mais ce qu'on voit clairement, mais c'est un peu comme l'or d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des corrélations qui se mettent en place. C'est-à-dire que le Bitcoin est extrêmement corrélé à la technologie, en particulier la technologie américaine. Donc si effectivement on croit à la technologie américaine, croire au Bitcoin, c'est pas une mauvaise idée. Croire globalement à la blockchain, il y a tous les acteurs en fait qui font les infrastructures. Si on parlait des infrastructures, les infrastructures blockchain, ça nous paraît effectivement très intéressant. Après, voilà, il y a quand même une volatilité très forte. Et je reviens juste 2 secondes sur l'or. C'est un des actifs les plus volatiles qui soit. Donc, ne surtout pas considérer l'or comme étant le refuge absolu. Quand vous regardez la capacité qu'a eu l'or en 2008-2009 à faire des plongeons de 40%, puis après à remonter de 30, 40, 50% dans la foulée, faut quand même avoir le cœur bien accroché. Donc, il s'agit d'avoir une partie d'or dans son portefeuille pour, effectivement, bien dormir dans des circonstances qui peuvent être compliquées, mais ne jamais oublier que c'est un actif qui est volatile, qui ne protège pas nécessairement aujourd'hui contre l'inflation. Quand on regarde les corrélations, ça ne marche plus. Ça ne marche plus, la corrélation entre l'or et l'inflation. La corrélation entre l'or et l'instabilité politique et les indices d'incertitude politique, ça ne marche plus non plus. Donc, il y a effectivement une tendance à acheter de l'or pour se couvrir contre un risque, par exemple sur le dollar. Très bien,
mais attention à la volatilité de l'or quand même. Ouais, après, je ne sais pas si on dort très bien quand on a trop de lingots sous le matelas. Ça dépend du matelas. Ça dépend du matelas. Très bien. Un grand merci à nos invités du jour. Wilfried Galland, stratégiste chez Montpensier Arbevel. Alexandre Taïeb, merci. Gérard Neis chez Sycomore AM. Et Vincent Lecartier, gérant senior responsable de l'allocation d'actifs chez WeSave. C'est un plaisir, messieurs. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission. Nous, tout de suite, on se dirige vers l'obligataire high yield. À tout de suite. Smart Bourse, le dernier quart d'heure, on va s'intéresser à la gestion obligataire, pas n'importe laquelle, le crédit haut rendement, high yield, avec un spécialiste, Olivier Becker. Bonjour. Bonjour Fabrice. Vous êtes responsable de la gestion obligataire chez Amiral Gestion. On va faire un focus avec vous sur cette tranche très spéciale, le high yield. Mais tout d'abord, rappelez ce que c'est exactement les différents types de crédits corporate, c'est-à-dire le crédit aux entreprises. Alors effectivement, le crédit aux entreprises, c'est quoi ? C'est de la dette qui est contractée par des entreprises. Au lieu d'aller voir leur banque, elles vont émettre ce qu'on appelle des obligations pour financer des projets, des acquisitions, des investissements. Et donc, il y a plusieurs catégories d'obligations d'entreprise. Les obligations émises par les très grandes entreprises, les multinationales du CAC 40, comme on dit, c'est ce qu'on appelle les obligations investment grade. Et puis, il y a un gisement, qui sont des entreprises un petit peu plus petites, qui sont les obligations à haut rendement. Et c'est un gisement qui a énormément augmenté depuis une quinzaine d'années, qui représente à peu près 400 milliards d'euros en taille, et qui est un gisement d'entreprise de qualité, puisque la notation en moyenne, elle est WB, donc c'est la meilleure notation du haut rendement. Et on retrouve tout un tas de secteurs, en fait, dans ce gisement du haut rendement, que ce soit les télécoms, par exemple, avec l'opérateur Free, par exemple, ou le secteur de l'automobile, avec Renault, Valeo, mais aussi plein d'autres secteurs du quotidien, comme Paprex, CMA-CGM ou d'autres. Ouais, c'est étonnant de se dire que ces sociétés qui sont très connues du grand public, qu'on utilise peut-être au quotidien, sont finalement moins bien notées. Ça veut dire que parce qu'elles n'ont pas la taille critique suffisante, vous le disiez, multinationale ou groupe du CAC 40, finalement, la notation est dégradée. Alors, elle est dégradée, mais elle n'est pas pour autant mauvaise, je dirais. Il y a deux critères. En tout cas, le crédit, ils vont payer plus cher leur crédit à cause de cette notation. Tout à fait. Il y aura un rendement qui sera supérieur, on en parlera tout à l'heure, mais qui reflète souvent le fait que les agences de notation, donc qui donnent ces notes, prennent principalement en compte la taille de l'entreprise. Et donc, ces entreprises que j'ai citées, c'est des entreprises qui ont des chiffres d'affaires en milliards d'euros, mais qui sont néanmoins plus petites que L'Oréal ou Sanofi. Oui. Tiens, je fais un détour par l'actualité. On a vu que la note de la France, alors là, on est dans les pays, les obligations d'État, c'est un comportement différent. Mais quand on perd, du coup, en note, ça veut dire qu'on va payer demain son crédit plus cher. Exactement. Ouais. Donc c'est pour ça que les entreprises sont attachées à garder des fondamentaux solides et souvent leur notation la plus élevée possible pour effectivement payer moins cher le coût de leur dette. Olivier, quel est l'écart entre les sociétés les mieux notées, investment grade, et ces entreprises dites high yield ? Alors aujourd'hui, le rendement moyen des obligations à haut rendement, c'est à peu près 5,5%. Oui. Lorsqu'on investit dans une obligation dite investment grade, c'est 3%. Ce qui est intéressant aussi, quand même, c'est de regarder la performance aussi historique. Et c'est aussi pour ça que le gisement du haut rendement, c'est aussi intéressant. C'est que ça a réalisé sur les 20 dernières années une performance annualisée supérieure à 6%. Donc c'est à peu près comparable aux actions européennes et c'est surtout 2 fois plus élevé que l'investment grade. Si je dis que votre métier, c'est d'être inquiet et d'imaginer le pire pour ces sociétés, c'est juste ou pas ? Se dire finalement, ce qui peut arriver, c'est le défaut, c'est-à-dire de ne pas rembourser, de ne pas être remboursé à la fin. Oui, c'est assez vrai. C'est une grande différence avec les actions. Les actions, il n'y a pas de limite à la hausse. Les obligations, il y a une limite à la hausse puisque le prix, il est au maximum à la fin remboursé à 100. En revanche, il y a une potentielle perte en cas de défaut. Effectivement, une de nos tâches, c'est d'analyser ces entreprises de manière très approfondie pour s'assurer qu'on va être remboursé à la fin. Oui. Est-ce qu'il y a un effet de la hausse ou la baisse des taux de la BCE sur cette classe d'actifs ? Alors, je dirais, une obligation au rendement, c'est une obligation. Oui. Donc, elle est par définition sensible aux variations des taux. Vous parliez de la différence avec l'investment grade tout à l'heure. Je pense que c'est intéressant aussi d'avoir ça en tête. Une obligation à haut rendement, elle est plus sensible au risque de crédit, donc le risque de défaut, qu'au risque de taux. Grâce notamment à son rendement élevé. Si je vous donne un exemple très concret, en 2022, on a eu une formidable hausse des taux historique. Au cours de l'année, les obligations investment grade, elles ont baissé de 14%, les obligations high yield de seulement 9%, parce qu'elles sont moins sensibles aux taux. Donc encore une fois, quand on regarde
une obligation à haut rendement, on va plutôt regarder le risque de crédit, et donc le spread, et donc les fondamentaux de l'entreprise plutôt que les variations de taux. D'accord, donc finalement, c'est la conjoncture qui donne le là et qui va faire que voilà, les prix vont monter ou descendre. Par exemple, cette année 2025, je disais tout à l'heure, on n'a pas eu d'accident de crédit majeur, on n'a pas eu de faillite, par exemple. Ça veut dire que c'est une année plutôt tranquille. On est sûr qu'on va être à peu près remboursé si on restait dans cette conjoncture. Oui, cette année, c'est une année plutôt calme. Alors, il y a eu quelques situations, on a parlé d'Altis beaucoup dans les médias, évidemment, mais c'est vrai que globalement, les taux de défaut, ils sont très contenus, on est autour de 2% cette année, et donc c'est vrai qu'il y a assez peu d'accidents, et c'est aussi ce qui fait l'attractivité de la performance de la classe d'actifs au long cours. Oui, et par exemple, dans un passé récent, dans les quelques dernières années, quels ont été les événements de crédit, les accidents c'est justement les entreprises qui sont parties au tapis, on pense à Casino, on pense à Orpea, par exemple. On imagine qu'il y avait des obligations derrière. Oui, tout à fait, il y a eu des obligations. Il y a eu, souvent, soit il y a des sujets très spécifiques, effectivement, comme Casino, vous avez cité, ou parfois c'est un peu conjoncturel. Pendant la crise du Covid, il y a quelques entreprises qui ont fait défaut, notamment dans le secteur du loisir ou du transport, qui était à l'arrêt à l'époque. Mais après, ce qu'il faut regarder, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a aussi le taux de recouvrement. C'est-à-dire que quand on a un défaut sur une obligation, on ne perd pas tout. Il y a un recouvrement qui peut être parfois relativement élevé d'ailleurs. Il y a une seniorité aussi de cette dette. Il y a des investisseurs qui sont prioritaires en cas de recouvrement. Tout à fait. Il y a parfois plusieurs niveaux de dette, plusieurs niveaux de seniorité. Nous, l'avantage par rapport au statut d'actionnaire, c'est qu'on passe avant les actionnaires. Et donc, c'est pour ça qu'on a aussi un recouvrement en cas de problème. Mais on passe bien sûr après les salariés, les fournisseurs, par exemple. Mais au sein même des obligations, on peut choisir. Picard, par exemple, vient d'émettre aujourd'hui une obligation subordonnée. Et donc, on peut choisir d'être soit subordonné, soit avoir un peu plus de sécurité sur les actifs. D'accord. Donc, plus de sécurité, moins de rendement, moins de performance. Exactement. À la clé. Il faut choisir rendement ou risque, bien évidemment. Est-ce qu'on investit en ce moment sur le crédit high yield? On dit que c'est un petit peu cher, alors comme un peu toutes les classes d'actifs d'ailleurs. Oui, c'est juste. Alors, le haut rendement, ça dépend un petit peu de ce qu'on regarde. Si on regarde les spreads ou si on regarde le rendement dans son ensemble. Si on regarde le spread, donc la prime, le rendement additionnel qu'on a lorsqu'on investit dans une entreprise par rapport à prêter à l'État allemand qui est considéré sans risque, ce spread, on peut dire qu'il est assez faible aujourd'hui. On est à peu près à 280 points de base sur les obligations au rendement européennes. On n'est pas au plus bas historique. On a connu des plus bas en 2017, par exemple. On était à 250. On était même encore plus bas en 2007. Mais on peut décemment dire que c'est un petit peu cher, mais pour des bonnes raisons. Je dirais qu'on a aujourd'hui, on l'a évoqué tout à l'heure, de faibles taux de défaut, une conjoncture sans être extraordinaire qui est assez favorable en Europe, des entreprises de bonne qualité, qui sont bien gérées, qui sont saines. Donc ça, c'est les spreads. Mais quand on regarde le rendement dans son ensemble, on a des rendements qui restent assez attractifs historiquement, parce que la composante taux, elle est restée très élevée. Et donc, quand on combine les deux, on disait 5,5 sur le haut rendement. Quand on regarde l'histoire assez récente, ça reste un point d'entrée qui est assez attractif. Oui. Le 5,5, c'est pour quelle durée? On parle de duration sur les obligations. C'est émis à combien? Alors, les émissions obligataires au rendement, elles sont en général d'une maturité entre 5 et 7 ans. Oui. Et aujourd'hui, en moyenne, on a des obligations qui sont relativement courtes. On a une duration autour de 3 à peu près, donc ce qui fait un gisement qui est assez peu sensible au taux. Je l'évoquais tout à l'heure. D'accord. Si on rentre dans le détail, Olivier Becker, on a cette stratégie où on se dit finalement on peut se contenter de ce... Enfin, c'est pas mal, 6,5, 7%. Buy and hold, c'est-à-dire on achète et on attend et on croise les doigts, on va surveiller bien sûr le titre pour qu'il n'y ait pas de défaut, on va jusqu'à la fin et on sera payé, et chaque année ça détache le coupon, ou bien il y a une stratégie plus active qui va essayer d'être opportuniste, de vendre au bon moment, de racheter. Quel type de gestion vous avez chez Amiral Gestion? Justement, on a les deux. Il y a l'option, je dirais, d'un client qui est plutôt sensible à la thématique du rendement, et donc on va l'orienter vers Sextant Regatta 2031, qui est un fonds daté, un fonds à échéance, sur lequel finalement on est capable de capturer un rendement qui est assez attractif, et puis avec un portage à maturité, d'avoir une assez bonne visibilité sur la performance jusqu'au terme de la stratégie. Et puis on a d'autres stratégies qui sont plus flexibles, effectivement, qui sont plutôt pour des clients qui cherchent des solutions type performance absolue,
comme Sextant Optimal Income, par exemple, qui a une capacité de faire varier de manière très sensible sa duration, quitte à aller même en territoire négatif, et son niveau de risque pour s'adapter à des changements important de régime de marché. Oui. Est-ce qu'il y a un lien entre justement des accidents de marché sur l'action? Est-ce que ça se retrouve immédiatement et de façon identique sur l'obligataire? Est-ce que la vitesse est la même? Quand par exemple il y a une mauvaise annonce de résultat, on voit que ça baisse d'un coup, on peut perdre 5-10% sur un titre. Alors, en général, c'est vrai qu'il y a une réactivité qui est en général un petit peu plus forte sur les actions. Oui. Et les ampleurs sont parfois plus marquées, et parce que la volatilité est plus élevée. C'est vrai que si vous avez une mauvaise publication sur une action, vous pouvez avoir assez facilement une action qui va baisser de 10 à 15%. Toutes choses étant égales par ailleurs, la réaction sur l'obligation, on parle plutôt d'1 ou 2 points. Donc, on a quand même une volatilité qui est plus faible sur les obligations, et c'est ce qui fait aussi son attractivité, je dirais. Mais je reprends cet exemple, si on a un accident de marché, on voit un titre qui baisse de 10%, le gérant action, il peut dire, moi je crois en ce titre, c'est même, tiens, il y a une erreur de marché, ou en tout cas, moi je crois que ça va rebondir très rapidement. Est-ce que le gérant obligataire, il peut se dire, bah, moi aussi en ce moment, on me donne un rendement un peu plus élevé, j'y vais? Ah oui, tout à fait. Nous, c'est notre quotidien de saisir des opportunités, et donc lorsque des obligations offrent un rendement qui, je dirais, est supérieur au niveau de risque qu'on a estimé, nous, par nos propres analyses, par notre connaissance de l'entreprise, on est évidemment très actif et très réactif pour saisir les opportunités lorsqu'elles se présentent sur le secondaire. Ça s'est présenté récemment. Est-ce que vous avez une belle histoire à nous raconter comme ça d'un titre où vous étiez persuadé que finalement tout était assez sain, vous étiez en ligne avec l'analyse et puis vous avez vu des opportunités? Alors, j'ai pas, là, vous me collez un petit peu, j'ai pas un exemple très précis en tête, mais je dirais que cette mécanique de saisir des opportunités, elle est aussi très valable sur le marché primaire. On n'en a pas beaucoup parlé, mais il y a aussi des nouvelles obligations qui sont proposées sur le marché et qui sont également source d'opportunités. Je vous cite un exemple d'une société qu'on a découverte, qui n'est pas cotée en bourse pour le coup, c'est la société Urbaser. C'est un des leaders espagnols du traitement des déchets. C'est un peu l'équivalent de Paprex, si vous voulez. Oui. Société qu'on a découverte et dont on a considéré qu'elle offrait un rendement qui était très attractif par rapport à ses fondamentaux. Et puis on a, par exemple, vous parliez d'évolution des prix. C'est une obligation qui a été émise à 100. Elle vaut plus de 103 aujourd'hui parce que elle a continué de délivrer des bons résultats et on a fait visiblement la bonne analyse au départ. Et il y a un attrait sur ce titre qui n'est pas coté en bourse, mais qu'on peut suivre via des obligations. On a fait le point sur ce crédit high yield, une poche de gestion. Il faut savoir aussi que les obligations, c'est beaucoup plus important, beaucoup plus profond comme marché que les actions, puisque la dette, évidemment, des entreprises est infiniment plus profonde. Merci Olivier Becker. Je rappelle que vous êtes responsable de la gestion obligataire chez Amiral Gestion. Merci d'être passé par chez nous. Voilà, cette édition de Smart Bourse se termine. Merci de l'avoir suivi avec nous. Demain, vous retrouvez Grégoire Favé à ce poste, toujours 17-18h en direct. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous.